Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la suite de l'affaire des agressions sexuelles et des viols de Notre-Dame de Bétharram. L'ancien inspecteur qui s'était rendu dans l'établissement privé a témoigné. J'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement. Ce sont les mots de cet inspecteur qui, le 12 avril 1996, s'était rendu sur les lieux. Une affaire de violence physique avait en effet éclaté dans la presse. Un parent d'élève avait déposé plainte pour dénoncer des violences sur son fils, Marc, âgé de 14 ans. Le garçon avait été violemment giflé en janvier 1995 pour un verre cassé, perdant à la suite de cela 40% de ses capacités auditives. Il avait également été puni dehors, en sous-vêtements, avant de réussir à s'enfuir. Son père était venu le chercher. Il avait retrouvé son fils en hypothermie. François Bayrou, le ministre de l'Éducation à l'époque, avait demandé une inspection dans cet établissement. Dans le rapport de l'inspecteur, on peut lire: par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent et la volonté de changement qui existe à tous les niveaux sont autant d'éléments positifs et d'atouts pour la réussite de Notre-Dame de Bétharram. Une sorte d'exonération de l'institution scolaire que l'auteur regrette aujourd'hui. Écoutez l'ancien inspecteur âgé de 88 ans, il était au micro d'Ici Béarn. Les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit ce qui s'était passé là pour cette histoire de gifle, mais ils ne m'ont pas dit autre chose que ça. Et donc, je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. Donc, pour moi, je suis reparti de l'établissement en ignorant totalement ce qui actuellement est reproché. L'inspecteur n'avait pas pu rencontrer la professeure de mathématiques qui avait lancé l'alerte. Elle était en arrêt maladie à ce moment-là. Par ailleurs, il soutient qu'il n'était question que de violences physiques. Personne n'avait parlé de violences sexuelles. Pourtant, il y a une véritable libération de la parole de la part d'anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram, constitués depuis 2023 en collectif de victimes. Le dernier témoignage en date, c'est celui de Rodolphe Bordelais, de 49 ans, scolarisé entre 1987 et 1990 dans cet établissement. Il compte porter plainte. J'ai décidé de porter plainte parce que je ne suis pas seul, parce qu'il y a beaucoup de monde qui porte plainte en même temps. Notre voix, si on est tout seul, peut toujours être remise en cause. On va toujours nous dire oui, mais quand même, bon, vous savez, à l'époque, c'était normal, on prenait une petite torgnole, ça arrive. Non, mais je suis désolé. Je veux bien croire qu'une fessée, effectivement, ça n'a rien de dramatique. Mais lorsque vous passez 3, 4 heures, 5 heures à prendre des tartes pour rien, parce que vous avez chuchoté dans le dortoir, hein, par exemple, ou alors que vous restez sur le perron en plein hiver, en calbut et en t-shirt, tout ça, c'est complètement fou. Hier, à l'Assemblée nationale, François Bayrou a de nouveau été interpellé lors des questions au gouvernement. L'opposition de gauche l'accuse d'avoir menti, voire d'avoir protégé l'établissement où il a scolarisé ses propres enfants. Le Premier ministre a contre-attaqué en visant le gouvernement de Jospin en fonction, à l'époque, de la mise en examen pour viol d'un prêtre de Bétharram. C'était en 1998. Il n'était plus ministre. La gauche était au pouvoir. D'autres savaient, a déclaré François Bayrou, qui a donc donné des noms. Qui était ministre de la Justice? Le ministre de la Justice était Elisabeth Guigou. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Pour Ségolène Royal, l'attaque est indigne. Elle dit réfléchir à un dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de François Bayrou, que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a quant à lui défendu sur France Inter ce matin. Le Premier ministre n'a pas menti. Le Premier ministre a dit ce qu'il savait. En l'occurrence, les premières plaintes ont été déposées il y a très longtemps, dans les années 50-60. Il y a eu des premiers faits qui ont été signalés. Et puis les instructions de ce que nous en savons à la chancellerie. À partir de 1998, François Bayrou n'était plus au gouvernement à ce moment-là. Il y avait un autre gouvernement. Et donc je pense que, tout en prenant conscience du drame qui touche toutes ces victimes, il ne faut pas tomber dans le procès politicien. Je pense que ce serait très malvenu. Une commission d'enquête sur les défaillances du contrôle des établissements privés sous contrat sera peut-être mise en place si les députés y sont favorables. On le saura prochainement.
Dans le reste de l'actualité, de nombreux syndicats et parents d'élèves vont debout contre la future carte scolaire. Oui, ce dispositif qui détermine la répartition des ressources éducatives et décide des ouvertures et des fermetures de classes en fonction des effectifs locaux. Les premiers contours de cette carte pour la rentrée 2025 ont été rendus publics début février. Depuis, de nombreuses académies annoncent des suppressions de postes d'enseignants et ou des fermetures de classes. En cause, la plupart du temps, la diminution des effectifs du nombre d'élèves dans les territoires. Des manifestations de parents d'élèves et de syndicats s'organisent un peu partout en France pour contester. Dans la Drôme, par exemple, département dans lequel on annonce 825 élèves en moins, 50 classes vont être fermées, mais 34 postes vont être créés. Un regret pour le syndicaliste Florimond Guimard. Oui, il y a une baisse démographique, mais justement, on aurait pu se saisir de ça pour soit ne pas fermer autant de classes et donc mathématiquement abaisser les effectifs par classe, soit fermer des classes, mais dans ce cas-là, récupérer ces postes pour améliorer le remplacement. Et quand ce sont les écoles que l'on prévoit de fermer carrément dans les toutes petites communes, c'est tout un territoire qui est chamboulé. À Lussat, 425 habitants dans la Creuse, le maire et son équipe municipale tentent le tout pour sauver l'unique école du village. Ils ont décidé de démissionner. Si vous supprimez l'école d'un village, vous allez tout supprimer. Voilà. On a attiré des parents parce qu'on avait l'école, c'est la première question qu'ils posent quand ils veulent acheter un terrain ou venir louer. Est-ce que vous avez une école? Dès que vous leur répondez non, ils vous remercient gentiment, mais vous n'êtes jamais rappelé. On nous demande de développer la Creuse, d'attirer du monde. Si on n'a pas les services pour les accueillir, on a déjà les services médicaux, c'est pas terrible, faut bien se le dire. Donc si l'école en plus nous lâche, qu'est-ce qui nous reste à nous, petits villages? Une manifestation est prévue demain à 9h devant l'inspection d'académie à Guéret. Ce sont désormais près de 400 jeunes qui occupent la Gaîté Lyrique à Paris, fermée depuis 2 mois maintenant. Ils étaient 200 début décembre à investir les locaux de la salle culturelle située dans le 3e arrondissement de la capitale. Leur revendication, un toit sur la tête, la reconnaissance de leur minorité et une scolarisation. La Gaîté Lyrique avait alors lancé un appel à l'aide à la ville de Paris, ne tolérant pas de les expulser, ces jeunes dans le besoin, et se faisant leur soutien auprès de plusieurs associations. Depuis, des centaines d'autres jeunes migrants dans la même situation ont rejoint les lieux. Jeudi dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a tranché. La Gaîté Lyrique doit être évacuée dans un délai d'1 mois. Décision fortement contestée dans les rues samedi dernier. Des centaines de personnes ont demandé la mise à l'abri de ces jeunes migrants dans des logements pérennes. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés, pouvait-on lire sur leur banderole. La mairie de Paris, qui a lancé la procédure judiciaire, a indiqué qu'elle ne ferait pas appel à la force publique. Elle souhaite forcer l'État compétent en matière d'hébergement d'urgence à prendre ses responsabilités. À l'international à présent, l'administration Trump interdit le livre jeunesse de Julianne Moore. L'actrice se dit choquée. Oui, le ministère de la Défense américain a réalisé un vaste inventaire récemment pour mettre les bibliothèques des écoles qu'il gère en conformité avec les décrets anti-woke de Donald Trump. Ce sont en l'occurrence les écoles destinées aux enfants de militaires. Comme d'autres livres, Freckleface Strawberry, le livre de Julianne Moore, ne fera plus partie des rayons. Cet ouvrage semi-autobiographique raconte l'histoire d'une fillette de 7 ans qui déteste ses taches de rousseur mais qui apprend à vivre avec. Alors si vous vous demandez ce qu'il y a de controversé là-dedans, eh bien l'actrice aussi. Je suis vraiment attristée, a-t-elle déclaré sur Instagram. Je n'aurais jamais pensé voir cela dans un pays où la liberté de parole et d'expression est un droit constitutionnel. Alors ce retrait est-il temporaire ou définitif? On ne sait pas, mais cela fait déjà plusieurs années que les interdictions de livres se multiplient aux États-Unis. Selon le quotidien britannique The Guardian, ce phénomène serait fortement lié à la progression des valeurs conservatrices du Parti républicain. Et pour terminer ce journal, une application fait des émules. C'est un peu comme Tinder, mais version études supérieures. Oui, Virginie, si vous swipez à droite, vous ne matchez pas avec un potentiel ou une potentielle partenaire, mais avec une formation, ou presque. Si ce n'est pas exactement la réplique de l'application de rencontre Tinder,
Optéo, c'est son nom, permet aux élèves de terminale de trouver plus facilement chaussures à leurs pieds, eux qui sont la plupart du temps évidemment très stressés face au casse-tête que représente la formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup. Après avoir indiqué ses centres d'intérêt et ses compétences, chaque lycéen se voit proposer un classement personnalisé des écoles et une liste de formations pouvant les intéresser. Tout ça via un design très intuitif et adapté aux usages des jeunes. Ce sont 3 ingénieurs du Tarn tout juste diplômés qui ont développé cette application. Pour eux, c'est une façon de lutter contre une injustice qu'ils ont constatée pendant leurs études. La plupart des jeunes qui étudient, selon eux, dans les grandes écoles sont issus de milieux privilégiés, car il y a, je cite, une inégalité d'accès à une information complète et claire au moment du choix de l'orientation scolaire. En 2 semaines, ce sont près de 600 lycéens qui ont déjà adopté Optéo, disponible sur iOS et Android. Merci beaucoup, Shirley.